Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 59e épisode numéro 58. Nous sommes le 19 novembre 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Pierre Zemb. Bonjour Pierre, qui êtes-vous ? Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Pierre Zemb, je suis développeur chez Clever Cloud et en ce moment je me bats contre des query planners qui sont récalcitrants. Bonne chance. Je suis également accompagné de Florentin Dubois. Bonjour Florentin, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis software engineer chez Clever Cloud également. Et comme le disait Pierre, moi je me base sur des sujets plus de réseau, et notamment le bouncer, donc je fais des PR dans Sozo actuellement. Ah, ce qui va faire avancer le schmilblick. Et enfin, nous avons la chance de recevoir un invité de prestige, Mathieu Ancelin. Bonjour Mathieu, qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie ? Bonjour à tous, donc je m'appelle Mathieu Ancelin et je suis développeur chez Serly, donc une boîte de service, et en ce moment je me bats avec de la doc, malheureusement. De la bonne doc. Et de la doc pour qui ? Pourquoi ? Pour un projet open source qui s'appelle Autoroshi, dont je parlerai peut-être plus tard. On peut en parler maintenant, si tu veux, histoire que les gens te connaissent un petit peu. Pourquoi pas. En fait, dans le cadre de ma mission chez un de mes clients qui est la Maïf, j'ai créé et je continue de développer un produit open source qui s'appelle Autoroshi. En fait, c'est un reverse proxy HTTP avec des capacités d'API management. Ça permet de faire tout un tas de choses, parce qu'il y a plein de plugins, de fonctionnalités diverses et variées. Et actuellement, on utilise ça, nous, en prod, un peu partout, que ce soit en interne à la Maïf ou dans alors c'est pas de l'externe, mais on va dire dans des clouds plus ou moins publics, et notamment sur Clever Cloud, dans le cadre de la plateforme de service Maïf. Ça marche. Voilà. Un client heureux. Tout à fait. En tout cas, il me semble que Autoroshi, dans ses fonctionnalités, celle que je connais le mieux et que je trouve très intéressante, c'est notamment la notion de faire un peu de blue-green et d'A/B testing, non ? API. En fait, c'est pas que Autoroshi qui permet ça. Il y a des fonctionnalités de Canary dans Autoroshi, notamment. Alors, du Canary qui est, en gros, si tu veux, le pilotage du Canary, c'est un peu à votre charge. Il y a une API et c'est à vous de dire quand est-ce que vous voulez soit faire avancer la progression de balancing entre les diverses versions. Et après, c'est qu'on a un autre projet open source qui s'appelle Izanami et qui, lui, permet de faire du feature flipping, que ce soit en mode juste on active, on désactive, ou alors des choses un peu plus contextuelles à l'utilisateur ou à l'endroit où il se trouve, des choses comme ça. Et on peut faire de l'A/B testing également avec cet outil. pendant qu'on en est là, est-ce que tu nous présenterais pas les outils open source de la Maïf ? Parce qu'il y en a plein en fait. Je suis en train de... Alors oui, tout à fait. Tu connais tous leurs noms par cœur, bien sûr. Alors je connais. Alors plus, c'est plus forcément le cas puisqu'il y a, en fait, historiquement, on a un peu l'équipe dans laquelle je travaille, on a lancé un peu le truc open source à la Maïf, mais depuis il y a d'autres équipes dans la Maïf qui sont appropriés la chose et qui ont lancé leurs propres outils en open source. Donc on finit par avoir pas mal de choses. Donc en fait, pour ceux que ça intéresse, c'est sur maif.github.io. Voilà notre site qui présente tous nos projets. Donc on a diverses choses, on a un truc qui s'appelle Let's... je les fais tous un par un, c'est ça ? Tu peux y aller. Ceux que tu connais et bien. Je peux... ouais, ok, pas de souci. Du coup, on a un premier truc qui s'appelle Let's Automate, qui est un truc assez bête. C'est le machin qui nous permet d'automatiser la publication de certificats Let's Encrypt sur Clever, mais en mode wildcard, donc avec toute la tambouille DNS, etc. Donc là, il y a besoin d'un peu de... Disons qu'il n'y a pas grand-chose qui fait ça automatiquement actuellement, puisque c'est un peu compliqué de connaître toutes les API de tous les DNS providers du monde. On a le même problème. Donc voilà. Ensuite, on a un truc qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelait les cards. En fait, quand on s'est lancé dans la plateforme de service Maïf, on a fait une sorte de petite étude de tout ce qu'il faudrait de tous les critères à réunir
pour lancer pour faire de nouveaux projets, je veux dire digitaux, enfin des nouveaux projets en fait, où en essayant de faire table rase du passé et de lancer des trucs qui peuvent avoir un time to market assez court. Donc voilà, c'est tout un ensemble de principes plus ou moins techniques, organisationnels, etc., humains. Et l'idée, c'est que pour rendre ça un peu plus fun, on en a fait un jeu de cartes en fait. Et on a vraiment fait imprimer le jeu de cartes en interne, on l'a distribué, voilà, c'était plutôt cool. C'est vraiment cool comme goodie. Ouais, ça c'est cool. Et pour le coup, je crois qu'on en a plus, en mode imprimé. Après, en fait, on fournit sur le site un PDF avec vraiment les bonnes cotes pour faire imprimer ça chez un imprimeur qui imprime des cartes. Après, faut voir le faire. Ça coûte relativement cher si on le fait en petite série, évidemment. Donc bon, ça c'est après à voir quoi. Après, on a un outil qui s'appelle Nio, qui était censé gérer tout ce qui est GDPR, etc. Bon, c'est un outil qui a été un peu, je sais pas s'il a été abandonné, mais disons que il aurait pu avoir un peu plus d'attention, mais bon, c'est D'abord. Ouais, voilà, un peu plus d'amour. Tout à fait. Voilà, et après on rentre dans les trucs un peu plus récents et un peu plus peut-être vivants, on va dire. Donc on a les deux premiers produits open source qu'on a sortis, qui sont donc Izanami, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un outil qui fait globalement, sur le fond, c'est un outil qui fait de la configuration partagée, et avec des notions de feature flipping, qui sont des configurations un peu particulières, hein, qui ont éventuellement des stratégies, genre une feature est active entre telle date et telle date, ou telle heure et telle heure, ou qui est activée en fonction de certains critères liés au client, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une vision SaaS du truc, quoi. On déploie un Izanami, et après il y a des API que tout le monde peut interroger pour savoir quel est l'état des features, etc., etc. C'est cool ça comme API. Ouais, c'est un produit, moi, qui me, enfin, quand on a lancé le truc, c'est vraiment un truc où je me suis dit, c'est un quick win en fait. Tu poses le truc dans ton archi, t'as pas besoin de tout refaire par rapport à ça, tu vois. C'est pas forcément super contraignant ou quoi, et t'as tout de suite un intérêt fonctionnel super concret, quoi. C'est écrit en quoi? C'est écrit en Scala, en Play justement. D'accord. Donc on va se poser de futures questions de on réécrit pas, ça va être bien. Et pour en savoir plus, vous pouvez vous référencer à l'épisode 57 de Massy. Voilà, j'allais le dire, mais j'avais pas le numéro d'épisode. Ensuite, on a Autoroshi, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc notre reverse proxy avec API management. Donc là encore, écrit en Scala, et aussi en Play également. Alors là, pour le coup, ça fait plus longtemps qu'on se pose la question de jeter la partie Play pour des raisons de taille de package et éventuellement de performance. Donc ça, c'est peut-être un peu plus, même si le boulot reste assez conséquent là-dessus. Voilà. Et ensuite, on a le petit frère de Autoroshi qui arrive, qui s'appelle Daikoku. Donc Daikoku, c'est encore un dieu japonais. Alors j'ai pas dit ça, mais c'est les produits originaux, genre Autoroshi, Izanami, Daikoku, c'est des noms de divinités japonaises. Donc voilà, c'était un peu notre petit délire à l'époque. Et il y a un rapport avec ce que les projets font. Oui, en l'occurrence, alors Autoroshi, c'est une sorte de petit monstre qui se trouve sur les portes Tori, en haut des portes Tori, c'est les portes qui est à l'entrée des temples au Japon, et qui est censé dévorer les gens qui essaient de s'introduire dans ces temples avec de mauvaises intentions. Donc ça nous semblait plutôt adéquat par rapport au but du projet, vu qu'on fait de l'API management, des choses comme ça. Izanami, c'est la déesse de la création et de la mort. Donc là aussi, pour le future flipping, c'est plutôt adapté. Et Daikoku, c'est entre autres, alors il a d'autres casquettes, mais le dieu du commerce. Et donc Daikoku, c'est comment dire, c'est la partie dev portal d'Autoroshi, c'est-à-dire que vraiment, si vous voulez exposer des API soit en interne dans votre boîte, soit à des tiers, et que vous voulez faire du self-service, les gens se créent leur compte, récupèrent des clés d'API avec de la monétisation, etc. C'est Daikoku qu'il vous faut, quoi, en fait. Ok. J'adore l'identité graphique de tous les sites. C'est vraiment trop cool. Ouais, on a un petit artiste de Poitiers d'ailleurs
qui s'appelle François Galiotto, qui a designé tout ça en fait. C'est franchement cool. Il y a même eu le DevFest il y a pas longtemps à Nantes. Et là, pour le coup, on avait demandé à un street artiste de Poitiers de graffer en mode street art une partie de Tous les logos. nos logos. C'était plutôt classe. Ouais. Et donc, en plus de ça, on a d'autres projets qui sont arrivés, notamment par l'équipe de data de la Maïf. Donc, en l'occurrence, ça s'appelle Mélusine d'un côté et Chapage de l'autre. Donc, Mélusine, c'est une librairie pour faire de la classification automatique d'emails en français. Donc, ce qui est plutôt très intéressant à la Maïf pour diriger les gens vers le bon service suivant les emails qu'ils envoient, en fait. Et j'imagine que donc c'est une usine de mails, de messages électroniques. C'est exactement ça le jeu de mots. Et ensuite, il y a Chapage, alors que je connais pas énormément, mais de ce que j'en comprends, mais vous en avez déjà parlé dans un Massy. Alors là encore, le numéro, je pourrais pas vous le dire. Mais en fait, c'est une sorte de dashboard pour pouvoir faire de l'explicabilité d'algorithmes de machine learning, basé sur des librairies existantes. J'ai l'impression que ça regroupe plusieurs façons de faire la chose et ça l'expose sous forme de dashboard web, il me semble. Et enfin, on a un dernier projet qui s'appelle TOT. Alors là, on a quitté le monde des divinités japonaises et on est plus en Égypte. Et donc là, c'est une sorte de framework ou c'est un ensemble de librairies en tout cas pour faire de l'event sourcing en fait avec du Postgre, il me semble, et peut-être du Kafka. Je crois que c'est un peu l'idée. C'est Kafka. Ouais, Kafka PG. C'est ça, ouais. Très bien, bah merci. Voilà. Plein de choses à regarder. J'invite les auditeurs, les auditrices à aller regarder un petit peu les projets. N'hésitez surtout pas. Ouais. C'est de l'open source, c'est français. C'est de la technologie française. N'hésitez pas, il y a des discussions sur tous les projets GitHub. Si ça vous intéresse, venez nous poser des questions, il n'y a aucun souci. C'est presque Produire Bretagne, du coup, je ne relancerai pas. Presque sur une vision assez élargie de la Bretagne, on va dire. C'est ça, exactement. Une vision un peu Kaamelott. Hein. C'est pas faux. En parlant de Bretagne, non, pas du tout. Je cherche à faire une transition un peu claquée au sol, mais bon, on va les travailler. On va y travailler. Mais passons donc au premier lien, enfin qui du coup est le deuxième, maintenant qu'on a rajouté un lien vers les produits de la Maïf. De Scaleway, donc ça c'est une petite info de cette semaine. Scaleway qui annonce quitter GaiaX globalement suite à y en a marre qu'on donne tout aux Américains, si j'ai bien compris. Apparemment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de Scaleway, c'est comment ça s'appelle, l'événement GaiaX qui était sponsorisé globalement par que des Chinois et des Américains. Voilà, je sais pas si vous avez des choses. Non, ça fait toujours bizarre de voir GaiaX qui essaye de promouvoir la technologie européenne et l'événement phare en fait est sponsorisé. J'avais la liste là, c'est Alibaba, AWS, Huawei et Microsoft qui sponsorisent l'événement. Ouais. L'événement qui se passait cette semaine d'ailleurs, c'était hier, je crois. Qui est encore, c'est hier et aujourd'hui. C'est aujourd'hui encore, oui. Ok, c'est en cours. Et oui. Et du coup, qui a suivi d'un tweet par Arnaud de Verningham qui disait que du coup, c'était plus possible ce genre de choses. Et forcément. Donc voilà, bon, un petit article de Next Impact qui a sauté sur l'occasion pour en parler un petit peu, mais effectivement GaiaX c'est un petit peu le truc qui vient avec pas mal d'espoir et pas mal de peur, comme pour citer notre cher et tendre patron de Clever Cloud. Donc voilà, bon, on va pas forcément épiloguer là-dessus, on a déjà beaucoup parlé, je pense, de GaiaX et de ce genre de choses. Donc voilà. Et on va continuer à en parler. Je pense qu'on va continuer à en parler parce que les affaires GaiaX ne sont pas prêtes d'être finies, je pense. Non, sachez qu'ils ont sorti récemment, ils voulaient créer un standard d'authentification. J'ai vu passer ça dans les news,
qui était pour but de pouvoir faire en fait une autre commune à tous les cloud providers afin de pouvoir justement pouvoir s'authentifier avec le compte GaiaX chez OVH, chez Clever Cloud, chez d'autres personnes, d'autres acteurs. Ce qui serait, cela dit, peut-être quelque chose d'intéressant pour le marché global. Ce qui serait quelque chose d'hyper intéressant. Après, l'intéressant, c'est qu'il y a des acteurs dedans qui s'y mettent, qui jouent le jeu. C'est ça. Eh bien, en parlant d'acteurs, oh, celle-là, elle est belle. En parlant d'acteurs locaux, voire français, toujours pas breton, je pense. Mais de toute façon, Clever Cloud est le seul cloud breton. Hein. Enfin, le seul. C'est un nuage parmi d'autres, j'ai envie de dire. Cet homme, que se passe-t-il? Mais en parlant de nuages, justement, un nouveau service d'une filiale du groupe La Poste s'est lancé et qui s'appelle Nuage, enfin nua.jeu. Leur compte Twitter, c'est nuage_fr. Voilà, c'est un compte d'infrastructure as a service lancé par Oxeva, j'espère que je le prononce bien, donc une filiale du groupe La Poste. Voilà, donc ils annoncent une infrastructure en France, chez, il me semble, entre autres Equinix, etc. Enfin, en gros, dans du DC français. Enfin, basé en France en tout cas, voilà, avec de l'OpenStack, donc on est un peu dans les standards du milieu, qu'on soit d'accord ou pas avec cette notion de standard, ce choix d'OpenStack. Après, tu peux reprendre les API d'OpenStack, hein, c'est pas plus mal. Au moins, t'es sûr que tu peux coller autre chose derrière. Mais au moins, t'as une API où tu peux switcher d'un provider à un autre. C'est vrai. Mais voilà. La chose à saluer quand même, je trouve, c'est le très joli boulot marketing sur le lancement de la plateforme, où un certain nombre d'influenceurs et d'influenceuses du milieu ont reçu une jolie box avec tout plein de goodies, et notamment dans les goodies, un petit coupon de 10 000 € pour tester Nuage, dans le but ensuite de leur faire écrire des articles sur les différents tests qui ont été faits, ou de leur faire un peu communiquer là-dessus. Effectivement, le nombre de photos de box ouvertes, c'était en début de semaine, je crois. Ou la semaine dernière, je sais plus. La semaine dernière, je crois. La semaine dernière déjà encore. Ouais, mais il y a plein de boîtes. Il y a eu beaucoup de boîtes, et donc les gens ont fait pas mal de retours. Moi, je trouvé assez intéressant. Il y a eu, dans les retours, il y a eu pas mal de petits bugs qui ont été relevés. Alors moi, ce que j'ai vu sur Twitter, c'était donc Ataxia, Cécile, Ataxia Network. Je pense que la plupart des gens la connaissent. Philippe Charrière, en l'occurrence un ancien de Clever Cloud qui est maintenant chez GitLab. GitLab, oui. C'est GitLab. Voilà. Ouais. Et notamment dans les personnes que je suis, j'ai vu Stéphane Bortsmeyer aussi qui a reçu cette petite boîte et ce petit coupon. Lui, il bosse chez alors je vais pas en dire l'ANSI parce que je crois pas que ça soit l'ANSI, mais les gens qui font le réseau de la France. Oui, j'ai plus le nom, ouais. Voilà, j'oublie toujours le nom. S'il nous écoute, il pourra tweeter pour se plaindre qu'on a oublié de la WeWos. Bref, donc différentes personnes qui ont testé un peu le service, qui, globalement, ils se plaignent de 2-3 petits trucs. Ils ont eu 2-3 petits soucis qui ont été réglés apparemment par le support assez vite, d'après ce que j'ai vu. Ils ont été assez réactifs. À un moment, il y avait des problèmes. J'avais vu des personnes qui avaient eu des problèmes de réseau. Sur certaines machines où ils avaient un lien montant qui était vraiment pas très propre. Ouais. Et j'ai vu le tweet le lendemain, oui c'est bon, c'est fixé, on avait un problème d'infrastructure, et donc ils étaient assez réactifs, hein. Après c'est le lancement, c'est ça, donc c'est vraiment le lancement. Ils ont fait une grosse com, il y a pas mal de gens qui ont testé du coup, donc c'est intéressant. Ils ont eu pas mal de retours de petits bugs, et ils ont fait effectivement tout un thread là d'une petite dizaine de tweets où ils disent tous les correctifs qu'ils ont fait, etc. Donc ils sont quand même assez réactifs là-dessus. Voilà. A priori, en lisant un article de j'ai oublié son nom. Et moi je peux combler avec un autre nom qui est Lasnik, qui est censé être justement le travail de Stéphane Bortsmeyer.
J'espère que c'est là que je me trompe pas. Exactement. Mais alors attends, du coup, c'est pas ça que je cherchais. Ah, j'ai perdu mon anglais. Bon, tant pis. Je lisais donc un article. C'est le Emaxild. Emaxild, mais je cherchais son nom. Olivier Poncet. Ah, voilà. Merci. Qui a testé et qui a fait tout un retour. Notamment, il a littéralement copié-collé des échanges qu'il a eu. Alors, je pense avec leur accord, qu'il a eu avec des gens en interne de chez Oxeva là, de Nuage. Voilà, où en gros le but de ce service c'est d'avoir quelque chose de simple. Tu demandes une machine, tu l'as, ça te coûte un certain prix à l'usage, et on se pose pas plus de questions là-dessus. Bon, après faire une facture simple, tout le monde le fait en commençant pour être celui qui gère la facture de Clever Cloud. De toute façon, à un moment ça va se complexifier, et c'est extrêmement difficile de maintenir quelque chose de simple et compréhensible pour tout le monde au fur et à mesure où on se diversifie, etc. Mais voilà, l'idée c'est simplicité d'usage, simplicité et transparence financière, prévisibilité des coûts. Et voilà, il parle de... Moi j'aime bien l'expression là, de AWS fatigue, où tu lances des trucs sur AWS et puis à la fin t'as une facture. Une grosse facture. Donc voilà, s'il y en a qui ont envie de tester, moi j'ai personnellement pas eu le temps encore de tester, mais si vous avez envie d'une machine virtuelle, vous pouvez avoir une machine virtuelle chez Nuage. Et voilà. Là c'est le moment où j'essaie de glisser qu'on va bientôt faire de l'IAS chez Clever Cloud, mais bon... J'y étais en train de penser de comment on allait glisser là-dessus. On fera une vraie annonce quand le temps sera arrivé. Alors moi, en lisant un petit peu ce qu'il y avait sur les trucs de Nuage, le fait de pouvoir avoir un compte sur lequel on invite des gens qui ont chacun leur compte pour se partager la gestion des machines, c'est très intéressant parce qu'il y en a marre des services où on se partage un mot de passe stocké dans sous n'importe quel gestionnaire de mot de passe, sur un post-it ou sur un post-it en dessous l'écran, en dessous le clavier. En dessous le clavier, oui, pardon. Donc voilà, ça c'est bien de pouvoir inviter des gens et d'avoir cette idée-là que souvent, quand il y a une entreprise et qui gère des machines, t'as pas qu'une seule personne qui gère les machines. Voilà, comme le font certains autres providers d'infrastructures qu'on ne nommera pas ici. Voilà, je sais pas si vous avez autre chose à dire sur Nuage. Pas vraiment, j'ai pas testé non plus, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps de le faire. Et j'avoue que j'attendais un petit peu que le Yas de Clever sorte d'abord. Je crois que Mathieu aussi attend que le Yas de Clever sorte, mais on a dit qu'on en parlerait pas. Non, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attend, même si l'offre pass reste quand même plutôt séduisante, mais on a 2-3 besoins sur des choses un peu particulières où c'est vrai que pouvoir gérer la machine, ça reste quand même... ça peut être pratique. Mais après, c'est bien qu'il y ait ce genre de... Enfin, des players français, c'est toujours bien qu'il y ait des gens qui arrivent, et puis si le service est bien, tant mieux, quoi. C'est ça. Et on le rappelle, quoi qu'en disent les gros acteurs américains, la guerre du cloud est loin d'être finie, elle est à peine commencée, et donc il faut surtout pas se dire que c'est plus la peine d'en faire, de faire de l'hébergement, parce que de toute façon Amazon a gagné. On a encore énormément de parts de marché à récupérer, il y a des gens qui ont de plus en plus de besoins, donc lancez-vous. Oui, et puis surtout, il y a les besoins évoluent aussi. Et les besoins évoluent. Oui, tout à fait. Faut pas oublier ça, pour le coup. Voilà pour Nuage. Je vous propose de passer sans aucune transition, sauf si quelqu'un a une idée de génie. J'allais te dire avec un verbe, mais... Avec un verbe. Qui est la prochaine news, du coup, de Mathieu. Oui, la prochaine news, donc c'est Mathieu qui nous apporte ça, un nouveau verbe HTTP. Est-ce que tu veux nous en parler, Mathieu ? C'est ça, donc ça c'est un tweet du créateur de curl qui s'appelle Daniel Stenberg, je crois, j'ai vu ça il y a peut-être une semaine, où en gros il y a un draft qui a été déposé à l'UETF pour ajouter un verbe HTTP qui s'appelle query. Donc l'idée, je pense que on en a tous rêvé un jour ou l'autre, c'est quand on a besoin de faire
une API REST avec un truc qui fait de la recherche, souvent on se retrouve un peu coincé, soit on fait un get avec des queries param, soit parfois même on fait un get avec un body, ça arrive, il y a des gens qui font ça, soit on fait un post avec un body également. Bon, il n'y a pas forcément de consensus, voire même de bonne ou mauvaise façon de faire, il y a diverses choses qui se font. Et du coup là, le draft, l'idée c'est de dire il y aurait un nouveau verbe un HTTP qui s'appellerait query, et qui permettrait en fait de faire, c'est l'équivalent d'un get, c'est vraiment un truc idempotent comme un get, qui permet de balancer un body, quel que soit de quelque forme qui soit, et qui permettrait de retourner du coup le résultat d'une query. Alors soit en direct, donc dans le body, soit via un redirect, genre vers une URL sur lequel après on peut faire un get qui link vers cette recherche. Et du coup, c'est un truc qui serait potentiellement cacheable. On peut avoir passé évidemment un header accept pour négocier le contenu du résultat de la recherche, etc., etc. Donc, j'ai pour question, du coup, le but c'est d'enlever justement les queries para, ou c'est complètement autre chose? Je pense que c'est juste une option de plus, et pour faire un truc peut-être un peu plus standard. Propre, ouais, sur le principe, parce que c'est vrai que c'est un truc on arrive toujours à se poser la question sur ce genre de choses, ce genre d'API, et c'est peut-être pas mal d'avoir ce genre de truc. Alors après, il va falloir changer pas mal de serveurs, d'impléments de serveurs et tout, mais ça peut être cool. J'aime beaucoup le mot-clé accept qui te permet de dire est-ce que tu veux du JSON, est-ce que tu veux du CSV. Alors ce sera à nous de coder ça, mais l'idée de se dire tu fais ta requête query où tu récupères des contacts et en fait tu dis en fait je veux un CSV en sortie, c'est trop chouette je trouve, comme pour interagir, pour créer du tooling. Enfin. Alors si je peux me permettre, c'est déjà comme ça que fonctionne HTTP. Oui, non mais oui, je sais. Mais on l'utilise peu, mais c'est comme ça qu'on est censé faire. On l'utilise très peu. Est-ce que tu parlais des factures de Clever Cloud. Eh bien, tu peux télécharger ta facture en format JSON si tu fais un accept. Et format XML. JSON, et format, alors pas XML, mais JSON et PDF. Et en fonction de l'accept que tu mets, pour la même URL, tu peux récupérer pour différents formats ta facture. C'est propre. Cool, et voilà. Mais effectivement, c'est vrai que le get a priori t'empêche d'avoir un body, et du coup il y a peu de serveurs qui gèrent, ou de clients qui gèrent le fait d'avoir un body dans le get. Le post te permet d'avoir un body, mais par défaut, par définition, le post n'est pas idempotent, c'est-à-dire que si on fait 2 fois le post, potentiellement on insère 2 fois de la donnée, parce que c'est censé être là pour insérer de la donnée entre guillemets, alors que le query c'est le body, mais tout en permettant de mettre du cache, si j'ai bien compris. Tout à fait. Le truc quoi. Enfin du cache, et puis pouvoir relancer plusieurs fois la même requête et que a priori ça te ressorte le même résultat dans les mêmes conditions. Faire de la déduplication de query, t'as 4 fois la même query, tu l'as fait qu'une fois dans le back-end et tu redistribues aux 4. Ouais, typiquement c'est comme ça, ouais, ça c'est clairement. C'est pratique aussi pour faire du cache, pour mettre un varnish devant, un truc comme ça. Carrément. T'arrives, tu fais ta requête une fois et tu tapes le cache en permanence. Par contre, c'est assez marrant le côté, enfin les exemples qu'ils donnent, genre où tu tapes presque du SQL dans le. Oui, c'est vrai. Mais dans le truc. C'est une query en texte. C'est une query, je pense, que ça passerait sur pas du GQ, mais l'équivalent pour query du CSV sur GitHub. T'as des programmes qui font ça? Ah oui, c'est vrai. Oui. Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont écrit au format presque SQL. Mais voilà, bon, après c'est qu'un exemple, on en fait ce qu'on veut, et de toute façon pour l'instant ça a l'air d'être un draft. Oui, et puis c'est très récent, ouais. Il expire en mai 2022. Ah oui, donc bon, ils ont quelques mois pour en discuter. Oui. Mais voilà, et par contre c'est le HTTP Working Group qui pousse ce draft, si j'ai bien compris. Donc c'est pas juste une personne dans son coin, donc peut-être que ça a des chances de passer. Puis de toute façon, on verra le temps que les gens Souvent, tout ce qui est HTTP, faut quand même avouer que c'est les navigateurs qui drive le truc. Qui drive le truc. Hein. Quand un navigateur te dit « Ah, je peux le faire », ça motive les autres, etc. quoi. Ou alors, je l'ai déjà fait et j'aimerais que ça devienne un standard.
Mais c'est vrai que voilà, ça pourrait être très intéressant. Nous, on utilise beaucoup Warp 10 ou pour faire tes queries Warp 10, et étant donné que tu balances littéralement un script En poste. en poste, en notation polonaise inversée, tu balances littéralement un programme. Ça pourrait être intéressant d'avoir du query plutôt que du post, quoi. C'est vrai que ça serait plus joli. Ouais. Bon. C'est plus élégant, quoi. Plus un mot clé près, quoi. On chipote, ça nous fait plaisir. Un mot clé de header HTTP, quoi. Ouais, je me pose la question de si c'est supporté dans Sozu, tu vois, ce genre de choses. C'est le parseur, donc ça va, c'est un draft, t'as le temps, Flo. Ouais. Et honnêtement, je pense que la plupart des reverse proxy HTTP s'en fichent un petit peu tant qu'on leur demande pas de faire du cache ou vraiment du filtrage. Le verbe en lui-même, ils le transmettent sans se poser plus de questions, tu vois. Ouais, En HTTP1, c'est juste une string et qu'ils font passer. Du moment que c'est pas plus long que je sais pas combien de caractères là, confère le petit bug dans Warp 10 qui fait des réponses avec un truc trop long là, un type de réponse trop long. Mais voilà, et sinon en HTTP2 c'est du binaire, mais c'est pareil, du moment que ça rentre dans le bon code binaire, enfin dans la bonne taille de bytes, il transfère et il se pose pas de questions, quoi. Ça me fait penser à un bug récent de Sozu qui nous a été remonté, c'est dans les personnes qui mettent des tabulations à la fin d'un header HTTP. Et il y a des gens qui sont fous et qui font ça. Et paf, le parseur. Ouais. Non, et pour le coup, dans le parseur de Sozu, en fait, il forward la tabulation et souvent la plèbe HTTP qui est derrière, il fait mais du coup, valide. Et du coup, attends, j'ai une issue dans Sozu qui est de trim les anti-slash-t dans les headers. Ce qui est très très drôle. Magnifique. On sent le format de la liste qui a foiré. Complètement. Il m'avait dit quoi? Anti-slash-r, anti-slash-l? Oh, bah, je les mets tous. Mais en parlant de magnifique, vous reprendrez bien un petit peu de comment on appelle ça, de process standard et de RFC, de méta RFC. Parce que a été publié en novembre 2021, donc assez récemment, une nouvelle RFC qui en update, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 1, 2, 3, 4, 6 x 4, 24, plus 1, 25, qui en update 25 autres. Parce que en gros l'IETF, donc le Internet Engineering Task Force, a décidé de abandonner son serveur FTP qui servait à partager notamment tout un tas de documents à propos des RFC. Et le problème, c'est que qui dit changement de protocole dit changement d'URL. Et en gros, avant, ils avaient quelque chose en ftp ftp.isi.edu ou ftp.ietf.org, etc. etc. Et donc, ils passent sur de l'HTTPS maintenant. Parce que de moins en moins... Je crois qu'il y a un navigateur qui a annoncé il y a quelques mois là, qu'ils allaient abandonner bientôt le support du FTP dans l'URL, non? Si, oui. Oui, tout à fait. Oui. Je sais plus lequel. Si c'est pas Chrome ou un truc comme ça. Je sais plus. Bref. Et du coup, voilà, ils se sont dit, on va changer tout ça. Donc, on va faire un nouveau site, etc. Et par contre, le problème, c'est qu'il y a des RFC qui référencent dans leur texte ces URL en disant, par exemple, il y a des copies des différentes RFC qui sont available, enfin qui sont disponibles à telle adresse ou telle adresse, qui référencent certaines archives, etc. Bref. Qui link vers des fichiers qui sont stockés sur ce FTP. Et comme il abandonne, il faut bien mettre à jour ces RFC, sauf que des RFC ça ne se met pas à jour. C'est comme les textes de loi, on va rajouter un nouveau texte, une nouvelle RFC qui va dire on remplace tel bout de texte par tel bout de texte. Et donc c'est une RFC qui a 25
qui a 25 sections en gros, où pour chaque section, ils disent là où il y avait écrit tel texte, vous le remplacez par tel texte, ou globalement, c'est juste l'URL qui a changé. Voilà, avec le truc classique. Dans tout autre RFC qu'on n'aurait pas explicitement mentionné dans les sections précédentes, s'il y a une référence de la forme FTP, // etc., la référence must be en majuscule, parce que on est dans une vraie RFC. Ça ne rigole plus. Voilà, doit être remplacée par une URI de la forme, de la nouvelle forme. Donc maintenant, c'est sur www.ietf.org/ietf-ftp, parce que voilà. Enfin non, ils ont différentes URL. Bref, si le sujet de retrouver des documents des RFC vous intéresse, vous pourrez aller lire cet RFC, comme ça vous ne serez plus perdu en copiant un lien qui n'est plus bon. Voilà, ça nous amusait d'avoir une RFC qui est là pour en mettre à jour d'autres, parce qu'on a changé une URL là-dedans, plus pour le côté processus. Qu'autre chose, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet. Sur la RFC, non, mais je rebondis sur le fait que l'abandon du FTP dans les browsers, parce que du coup j'ai cherché pendant que tu nous expliquais les RFC, et du coup c'est arrivé en janvier 2021 dans Chrome 88, l'abandon du FTP avec l'abandon de Flash, et c'est arrivé le 20 juillet dans Firefox 90. Ah oui, donc oui, ils ont bien raison de se débarrasser de leur de leur FTP. Ouais. De leur FTP, oui. Parce que bon, c'est simple, il suffit de cliquer sur le lien et c'était géré. Donc voilà, bon, c'était un petit article. Donc Borsmeyer en a fait un petit article parce que à chaque fois qu'une RFC sort, Borsmeyer en fait un article. Il doit faire beaucoup d'articles. Il fait effectivement beaucoup d'articles. Je lis pas tous, mais c'est toujours sympa à lire. Oui, je vous invite encore une fois à aller lire le blog donc borsmeyer.org, où globalement il explique en français différentes RFC, que ce soit des sujets de réseau, des sujets sur les RFC elles-mêmes. Il n'a pas encore fait, je crois. Oui, c'est qu'un draft. Lui, il parle que des RFC qui sortent officiellement pour de vrai. Donc, par exemple, le draft sur la nouvelle méthode HTTP, il n'en parle pas. Enfin, pour l'instant, il n'en a pas encore parlé. Mais c'est super intéressant parce qu'il explique un petit peu les tenants et les aboutissants, le tout en français. Donc, parfois, quand on a un peu de mal avec le verbiage très institutionnel, on va dire, des RFC de l'IETF, ça peut être plus sympa de lire. Et puis il fait des exemples. La VF déjà. Et en plus, il met des exemples quand il faisait des exemples sur des mises à jour de DNS. Des mises à jour des nouveaux trucs dans DNS, etc. Ou des bonnes pratiques, il met des exemples de quand il fait des commandes DNS, qu'est-ce que ça retourne, et du coup ça veut dire quoi, ceci, cela. Donc voilà, très très intéressant à lire. Et je n'ai aucune idée de transition. En parlant de changement et d'annulation. Admettons, vous aviez commencé à envoyer une RFC de façon asynchrone et que vous avez envie de cancel. En fait, non, c'est ça. La cancel culture est en train de gangréner le langage Rust. Est-ce qu'on n'a pas trouvé le titre de cet épisode proposé par une RFC? C'est vraiment très bon. C'est encore le wokisme qui a frappé, si j'ai bien compris. Tu veux nous en parler, Florentin? Bien sûr, une fois que j'aurais repris mon souffle tellement c'était drôle. Du coup, c'est un lien qui a été publié sur le blog de Yoshua News, et un nom très compliqué à lire, je l'avoue, qui nous parle en fait justement de comment en Rust, du coup, parce qu'il nous fallait un petit lien en Rust, c'est assez classique chez Clever, on en fait beaucoup. L'idée était de parler justement de comment annuler une future. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'histoire des tâches et des futures, en Rust, c'est comment faire de l'asynchrone. Et en fait, comment on peut arrêter ces tâches asynchrones. Et en fait, ça explique notamment, du coup, comment on peut en lancer en parallèle et détacher du contexte qu'on a actuellement. Et comment ça
tout cela s'interpose avec du coup les nouvelles API du kernel, notamment IORing, et aussi comment on peut en faire des bindings avec notamment les interpolations en C++ et en C pour les bindchains et tout. Et de là, le lien divague un petit peu sur comment c'est implémenté dans des langages comme Go ou Swift, avec des blocs diffères où justement on va exécuter un code à la fin d'un bloc d'instruction spécifiquement, et comment cela peut être traité là-dedans. C'est assez technique tout en étant hyper intéressant, il y a plein de liens. Après, ça reflète une vraie problématique annuler un truc. Genre, vous imaginez, vous avez un call HTTP, imaginez, je peux me permettre de l'annuler on the fly. C'est un truc, c'est un enfer. C'est un enfer à gérer, ouais, parce que du coup, c'est pas trop prévu de pouvoir envoyer un... En fait, non. C'est ça, et puis il parle aussi il me semble, d'annuler un groupe de tâches, de futurs, etc. Où là, ça commence à devenir un peu technique aussi. Exactement. Il me semble, de comment tu propages l'annulation vers les futurs qui sont potentiellement créés par cette feature-là. C'est ça. Exactement. Il y a une partie aussi sur tout ce qui est buffer, parce qu'en fait, notamment avec IORing, l'idée c'est de pouvoir partager les buffers avec le kernel. Mais du coup, si tu annules la tâche via notamment du C++, des problématiques qui est de c'est à qui de free justement le buffer au kernel ou au programme. Et du coup, ça t'oblige, si tu pars de ce principe-là que tu peux annuler ta tâche, d'enregistrer ton buffer au niveau du kernel pour ne plus le faire de free d'un point de vue Rust. Le problème de ça, c'est que Rust, lui, elle va automatiquement vouloir le free, et le kernel va vouloir le free aussi. Ça pose d'autres problématiques. Et en plus de ça, si le buffer est enregistré côté kernel, il faut faire une copie à un moment de ce buffer pour pouvoir l'utiliser, et du coup, ça nique toutes les performances de IORing, ce qui est un peu dommage, parce que le but étant de faire du zéro copie en asynchrone avec les buffers. Donc ça pose plein de questions comme ça, et il détaille vraiment pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche, c'est pas implémenté encore, quelles sont les problématiques, et qu'est-ce qu'on peut en faire, où ça peut aller. Et c'est vraiment pour débroussailler un sujet qui est très complexe. Il faut rappeler aussi qu'en Rust, le sujet de l'asynchrone est très jeune, si on n'a toujours pas les streams, donc les futurs, les itérateurs en futur asynchrone. Futur. Merci. Et du coup, tout cela vient s'interroger dedans, se mettre dedans comme question en plus. Donc c'est assez rigolo comme vision de la chose, sachant qu'il parle, il me semble, un petit peu aussi des différents runtime qui existent pour exécuter les futurs, et qui, du coup, par exemple, te retournent ou pas de quoi stopper un thread ou autre. Donc, ça c'est marrant. L'article est pas mal. C'est un truc que vous faites beaucoup chez Serly, de la future, ou... Alors oui, en l'occurrence, moi ça fait de longues années que je prône ce genre de choses. J'ai fait pas mal de conférences sur tout ça, avec les premières choses qui sont apparues, notamment dans Play, avec les iteratifs, des choses comme ça, même la programmation par futur, etc. Et du coup, c'est vrai que notamment moi dans les projets sur lesquels je travaille, Autoroshi, etc., tout est en mode asynchrone, non bloquant, etc., etc. Et effectivement, quand c'est des trucs, ça devient relativement sportif suivant les cas d'utilisation. Et globalement, il y a des cas où on peut tenter d'annuler, même si c'est annulé de notre côté, c'est pas pour ça que ce sera annulé de l'autre côté. Enfin, il y a des choses qu'on commence à rentrer dans des choses complètement folles. Et on parlait de la requête HTTP, par exemple. Ouais, typiquement, ça c'est un truc. Tu peux pas l'annuler, quoi. C'est ça, on peut faire ce qu'on veut, elle sera toujours partie de l'autre côté, et puis même si toi tu l'annules de ton côté, notamment quand on fait un reverse proxy HTTP, il y a des fois on aimerait bien annuler des trucs, notamment quand on a en gros du timeout, on va dire programmé ou des choses comme ça, mais c'est pas pour ça que le truc de l'autre côté il est pas en train de mouliner de son côté. De mouliner, ouais. Ouais, c'est ça, J'essaie. tu peux faire ce que tu veux. Ça sent le timeout à 180 secondes et tu réponds à la 181e, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est des trucs complètement fous. Ouais.
Donc bon, ouais, mais oui, moi je suis un fervent, utilisateur des futurs et autres depuis fort longtemps, et effectivement tout ça, il y a des choses notamment dans mon Scala qui essaient de régler ce genre de problème, genre ZIO, des choses comme ça, mais ça reste toujours que t'as quand même une granularité de tâches où tu peux en fait annuler après la tâche, mais à un moment la tâche elle se fera parce qu'elle est en train de se faire et que globalement t'as pas le choix, quoi. Bah, t'as pas la main dessus, quoi. C'est ça, tu pourras pas. Après, je crois que dans IO Uring, la nouvelle lib asynchrone de call kernel, en fait, tu peux les chaîner et du coup, il fait automatiquement l'annulation des suivantes. Donc ça va. Ouais. Donc si théoriquement t'arrives à annuler la première, la chaîne pourrait sauter. Ouais, ça reste quelque chose de très bas niveau. On parle de. Ah oui, c'est du Cisco Linux des familles, quoi. On verra bien comment l'écosystème. De toute façon, la synchrone c'est toujours pas évident, hein, quel que soit le langage. Quand tu commences à creuser à creuser vraiment le sujet de voir comment ça marche, c'est super compliqué et super intéressant du coup. Ça dépend si t'aimes ce genre de choses. Mais ouais. Toi, tu peux écrire des simulateurs, c'est assez rigolo aussi. Et bah, sur ce, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Eh bien, à part aller lire ce lien, si vous êtes intéressé. Je vous propose qu'on annule ce sujet et que. Il était nul. On passe au suivant. C'était. Je vais annuler ma transition. En parlant de ring, de réseau. D'IO Ring, de réseau. Ouais, je sais. Oui, parce qu'on touche presque à la fin de cette première moitié d'épisode. Et on a un petit outil à vous proposer, enfin Florentin a un petit outil à vous proposer qui s'appelle InnerNet. C'est ça, c'est un outil dont je parlais avec certaines personnes de l'entourage il y a déjà quelques mois de cela. Et en fait, j'ai pu jouer avec hier. Et du coup, je me suis dit que c'était un outil très très cool qui s'appelle InnerNet. Et le but d'InnerNet, en fait, c'est une boîte qui est derrière qui se nomme Tonari No, je crois. Je sais plus si elle est le No à la fin. Que je dise pas de bêtises. Tonari, moi je vois juste Tonari a priori. Tonari. Et du coup, en fait, le but de ce petit outil, c'est gérer notamment les confs de VPN et l'idée de pouvoir créer un réseau privé uniquement basé sur un VPN et notamment WireGuard. Parce que c'est un petit, si vous connaissez pas, c'est un petit VPN qui a été introduit il y a peu de temps sous Linux et qui marche vachement bien, qui est très simple d'utilisation, mais qui peut potentiellement pour les personnes qui font du réseau manquer de 2-3 petites définitions comme des subnets et choses comme ça qui peuvent être un peu perturbants. Et du coup, on a un petit plan de réseau d'adressage. Et du coup, en fait, InnerNet propose ça. En fait, ça vient se mettre au-dessus que ça vient de générer de la conf en fait pour dire, en fait, par exemple, là, j'ai un réseau. Son plan d'adressage c'est 10.0.0.0/8 et dedans en fait j'ai différents sous-réseaux avec telle machine et IP dedans et ça permet de décrire son réseau et ensuite de venir générer une conf WireGuard. Tout ça basé sur du systemd en fait on a un service systemd qui s'appelle InnerNet @ du coup le nom de la conf qu'on a donné et qui vient justement confer WireGuard juste à côté. C'est hyper pratique. Et je sais plus où j'en en arrivé. Donc l'article qui introduit InnerNet raconte un petit peu l'historique d'où vient cet outil, parce qu'au départ en fait ils étaient peu dans la boîte, du coup ils se passaient la conf à la main à coup de copy-paste, ce qui devenait très compliqué à mettre à jour quand une nouvelle personne arrivait, parce que du coup si vous n'êtes pas habitué à WireGuard, il faut rajouter l'IP de chacun des nœuds à chaque fois, ce qui peut être très vite compliqué. Oui, parce qu'en fait, WireGuard est un VPN qui fait du pair à pair. Donc, tu configures 2 machines, elles se parlent en elles-mêmes. Il n'y a pas un serveur centralisé où tout le monde se connecte et après ça fait un réseau. Du coup, tu es obligé de faire un VPN méché. Exactement. Pour ça. Et ça peut rendre la chose un petit peu compliquée quand tu as beaucoup de machines. Ouais. Et du coup, pour résoudre ce problème-là, ils ont commencé à faire des scripts bash avec un access à un vault
qui te permettait de générer les fichiers de config, de WireGuard toujours. Et à partir de là, ils se sont dit qu'en vrai, ils allaient réécrire ça pour pouvoir générer ça plus proprement, se baser sur systemd et autres, et vraiment utiliser à plein régime le truc. Et du coup, ils ont créé InnerNet, qui est écrit en Rust, bizarrement. Et voilà, du coup, ils ont rajouté pas mal de notions sympas. Je vous laisserai le découvrir et jouer avec, parce que c'est vraiment, très intuitif. Du coup, ils ont un serveur qui tourne, c'est ça? Non, oui. Alors c'est. Parce qu'il faut partager la conf une fois qu'elle est générée, non? Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Ouais. C'est ça, ouais. En fait, au lieu de partager la conf WireGuard, tu partages en fait ce qu'ils appellent eux les CIDR ou les subnets. En fait, tu dis tel subnet existe et ils se démerdent voilà, à peu près. Mais en fait, parce que pour récupérer la configuration de chacun des nœuds, du coup, le service il polle à un serveur où il y a. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un InnerNet serveur. Ouais. T'as un InnerNet serveur et un InnerNet client. En fait, du coup, le client te sert pour toi ton interface WireGuard et le serveur doit te servir pour justement communiquer entre les différents services. Je pense que le client Internet vient voir si tu as un client, t'as le serveur sur la machine en face. D'accord. Il fait un poll régulier. C'est un data plane. Ouais. Enfin, un control plane. C'est du control. Ouais. Control plane. Ouais. Control plane. Ouais. De toute façon, à un moment, t'as pas non plus des masses de. De choix, il faut se partager le truc. L'info. Et du coup, je rajoutais ça parce que justement dans l'article, ils font un petit deep dive, un aparté sur l'aspect meshing dont on a parlé à l'instant de WireGuard et pourquoi ils ont dû faire ça comme ça. Et aussi du fait que justement, vu que c'est du point à point, en fait, t'es obligé de contacter chacune des adresses IP et de les confier à la main pour pouvoir y accéder. Et de là, en fait, on vient un autre truc qui est sur le GitHub et là pas sur le lien du blog post, qui est une RFC encore, la 3407 pour le coup, qui est en IPv4 uniquement et pas en IPv6, qui évite en fait justement avec WireGuard, vu que potentiellement tu vas venir configurer plein d'IP dans le même subnet, de en fait envoyer des paquets avec la mauvaise IP source. Et du coup, ils expliquent en fait que c'est 2 flags dans sysctl à mettre, mais qui sont pas mis par défaut, et que dans genre 99,99% des cas, c'est transparent. Et en fait, ils comprennent pas pourquoi c'est pas mis de base. Oui, c'est vrai que ça, c'est une conf qu'on a par défaut. Enfin, que nous, on a mis sur nos machines parce que c'est pas activé par défaut et c'est extrêmement utile. Exactement, ça évite petit problème de je comprends pas, il m'a répondu sur l'interface d'à côté, du coup ton paquet n'est pas valide. Voilà. Et ainsi, du coup, pour terminer, il parle aussi de Timescale et Nebula, qui sont les équivalents un petit peu d'Internet en managé. Et Timescale qui est plus closed source et Nebula qui est open source. Voilà. Je vous laisserai découvrir tout ça. Je sais pas si vous avez des choses à dire dessus. Vas-y Mathieu, c'est ton moment. Pourquoi pas. Non, en fait, moi, ça fait un petit moment que je fais du WireGuard pour des trucs perso, parce que je trouve ça plutôt pratique. Et c'est vrai que, notamment quand Tailscale était sorti, je m'étais dit, c'est plutôt cool. Bon, après, effectivement, il y a le côté, voilà, c'est une boîte, c'est que le source, machin, etc. Et là, j'avoue que ça me branche bien, la Internet. Je pense que je vais pas tarder à mettre les mains dedans pour voir si je peux faire quelque chose de cool avec. Franchement, ça me plaît bien. Ce que je vois, c'est que du coup, tu peux générer un fichier de config relativement petit pour systemd et Internet et le faire gérer par un Ansible, un Puppet, un truc comme ça. Et du coup, tu startes ton service et ça te génère toute ta conf WireGuard, ça va avoir tes copains à côté pour avoir le réseau et tout assez facilement. Quoi. Et monter ton réseau privé, quoi. Les CIDR sont gérés, enfin les subnets sont gérés sur le Inet server. Ça c'est rigolo comme le Internet server. En fait, tu fais un Internet server add CIDR et tu peux ajouter ton CIDR. Oui, parce que c'est lui qui va gérer les groupes justement. Ouais, c'est c'est pas mal, c'est rigolo.
Et une autre feature que je vais pas parler parce que justement, le but c'est de déclarer un réseau global qui est, par exemple, du 10.0008 et en fait de faire des sous-réseaux dedans. Et ensuite, tu peux venir pirer des réseaux entre eux en disant, en fait, tu as une gestion de rôle qui te dit, toi, t'appartiens, je sais pas, à tel sous-réseau, mais t'as aussi le droit d'accéder à tel sous-réseau. Et du coup, ça fait du routage entre les deux. C'est assez rigolo comme Pas mal. procédé. En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on cherche à faire. Donner des infos, peut-être. C'est un produit qui va sortir bientôt. Moi, j'attends, en tout cas. Inner Network Group, on l'appellera. Inner Group. Inner Group. Mais ouais, c'est très très intéressant. Du coup, c'est un petit outil que je voulais vous partager. Eh bien, parfait. Je crois qu'on touche à la fin de ce premier épisode. Enfin, de ce 58e épisode, si je dis pas de bêtises. 59e épisode. Pardon. Épisode numéro 59e épisode. 60. Comme la tradition l'inflige, j'ai envie de dire, nous invitons donc notre invité à nous parler de sa musique fétiche du moment, ou pas du moment, ou de toute sa vie. Donc Mathieu, est-ce que tu as une petite chanson à nous proposer Ouais, alors au début je voulais mettre un truc qui correspond vraiment à mes goûts musicaux, etc. Donc c'est une chanson qui s'appelle Bleed de Meshuggah, donc c'est du métal bien vénère avec des signatures rythmiques complètement tarées, mais bon, je me suis dit que pour la santé des oreilles des auditeurs, c'est peut-être pas le truc le plus génial. Et du coup, je vais choisir un autre truc et un peu une petite private joke avec mes collègues. C'est une reprise de Take On Me de A.A. avec des instruments avant qui est absolument génial. Et voilà, j'espère que ça plaira à tout le monde. Je pense que je vais l'écouter parce que j'adore cette chanson. Je sais pas si tu l'adoreras après, mais... Alors, c'est vrai que j'ai adoré la version... Je sais pas si vous avez vu cette série qui s'appelle Chuck, hein, avec le type qui se retrouve à avoir plein d'informations dans la tête, là, et qui se met à savoir se battre, etc. Et bien, le tout dernier épisode de Chuck, il y a une bombe qui va exploser et il faut maintenir la musique jusqu'au bout. Et... Je vous dis pas tout ce qui se passe exactement, mais en gros il y a le fameux les deux mecs horribles là, harceleurs, enfin bref, stalkers, etc. qui font une reprise de Take On Me, et c'est très très drôle. Et voilà. Il y a Lester et je sais plus quoi il s'appelle. Ah oui. C'est les deux types horribles, voilà, qui me faisaient rire il y a 12 ans quand j'avais regardé Chuck, et quand je l'ai re-regardé il y a moins longtemps, ils sont quand même ultra creepy. Ce genre de blague passe quand même beaucoup moins à notre époque. Mais voilà. Et donc, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusque-là, et on vous retrouve... alors nous dans quelques minutes, et nos auditeurs et auditrices dans une semaine a priori, pour la seconde partie de cet épisode. Et là je clique sur stop, c'est ça.